Un grand merci de m'avoir invité à prendre la parole, donner cette leçon inaugurale. Je relève que pour une leçon inaugurale, choisir l'évocation d'une des grandes figures universitaires de notre histoire, Saint-Albert-le-Grand, puis ensuite évoquer le thème de l'amitié politique est particulièrement bien choisi, tant l'amitié est non seulement essentielle pour l'élévation de chaque âme, mais aussi très importante pour l'harmonie sociale et pour la vitalité des échanges universitaires. Étudier la place de l'amitié dans la pensée politique peut sembler de prime abord paradoxal. L'amitié ne relève-t-elle pas de la vie privée ? Pour autant, nombre de grands penseurs politiques ont longuement disserté sur elle. Ils ont trouvé naturel de lui accorder une place de choix dans les réflexions qu'ils consacraient à la vie de la cité au sens général et non au sens strictement antique, c'est-à-dire de la communauté politique. Deux raisons à cela. D'une part, selon eux, le bien de la cité dépend essentiellement de la vertu des hommes, c'est-à-dire de leur capacité à agir avec sagesse, avec prudence, courage, justice et maîtrise de soi. Selon Aristote, le gouvernement a pour mission d'éduquer les hommes à la vertu en récompensant les bons afin de les stimuler et en punissant les mauvais afin de les amener à s'amender. Tout ce qui rend l'homme meilleur présente donc un caractère politique. D'ailleurs, l'importance accordée à l'amitié dans la réflexion politique est l'indice d'une anthropologie exigeante qui nourrit de la personne humaine une conception élevée. D'autre part, l'amitié contribue puissamment à la qualité du tissu social et à l'apaisement des relations humaines. Elle invite à se dépasser sans cesse pour donner le meilleur de soi. Beaucoup la regardent dès lors comme nécessaire à la bonne santé du corps social. La République bien ordonnée doit ressembler au corps humain auquel tous les membres sont joints et unis d'une liaison merveilleuse, et combien que chacun fait sa charge, néanmoins quand il est besoin, l'un aide toujours à l'autre, l'un est secouru par l'autre, et tous ensemble se fortifient pour maintenir la santé, beauté et allégresse de tout le corps, soulignait Bernard de la Roche-Flavin au début du règne de Louis XIII, dans les 13 livres des Parlements de France. L'amitié n'est pas une simple vertu privée, elle est dotée de vertus politiques. Assurément, tous les philosophes politiques antiques n'ont pas accordé une telle importance à l'amitié. La pensée épicurienne insista même sur le primat de l'intérêt au sein de la cité. Cependant, en soulignant l'importance sociale de l'amitié, Aristote, Xénophon, Cicéron et leurs disciples ont non seulement marqué durablement la réflexion politique, mais ils ont également mis en valeur, par-delà les vicissitudes d'une histoire politique souvent tumultueuse, l'un des traits saillants des mentalités antiques. Qu'est-ce que l'amitié ? Donnons la parole à Cicéron. L'amitié, explique-t-il dans le De Amicitia, n'est autre chose que l'accord sur toutes les choses humaines accompagné de bienveillance et d'affection. Les auteurs distinguent habituellement différentes sortes d'amitié. Dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote écrit qu'il y a une amitié fondée sur l'utilité, une amitié fondée sur le plaisir et une amitié fondée sur la vertu. Les deux premières sont fragiles, écrit-il. Elles ont, je cite, un caractère accidentel, puisque ce n'est pas en tant que ce qu'elle est essentiellement que la personne aimée est aimée. La troisième seule est véritable. La parfaite amitié est celle des hommes vertueux et qui sont semblables en vertu, ajoute-t-il.
Pour la pensée classique, les fins de l'homme sont élevées, l'homme est ordonné au bien, il y tend en menant une vie vertueuse dans laquelle la contemplation occupe une place de choix. Cependant, l'homme n'atteint pas sa plénitude dans la solitude. La vie philosophique ne peut se réduire à la vie intérieure, elle doit rayonner. Ainsi, l'homme ne s'épanouit pleinement que dans l'union avec d'autres hommes, dans l'amitié qui lui permet non seulement d'échanger des idées, mais également d'agir avec vertu. Pour Aristote et Cicéron, l'amitié est le bien le plus précieux de l'homme. Le christianisme fait de l'amitié l'une des expressions les plus achevées de la charité. Tandis que la fraternité chrétienne lie entre eux tous les hommes, enfants d'un même père, l'amitié demeure le fruit d'un choix. Le Christ lui-même lui confère ses lettres de noblesse, pleurant la mort de son ami Lazare, qu'il ressuscite, avant d'appeler amis les apôtres qu'il a choisis. Cette amitié, le Christ la fonde sur la fidélité de ses disciples à la volonté de Dieu. Influencés notamment par la règle de Saint Benoît, les hommes d'Église la cultivent et l'encouragent, notamment au cœur du Moyen Âge, lorsque l'ordre de Cluny s'emploie à adoucir les mœurs de la société féodale. Elle est une école de la sainteté. Citons saint François de Sales, l'introduction à la vie dévote, « Si votre mutuelle et réciproque communication se fait de charité, de la dévotion, de la perfection chrétienne, ô Dieu, que votre amitié sera précieuse. Elle sera excellente parce qu'elle vient de Dieu, excellente parce qu'elle tend à Dieu, excellente parce que son lien, c'est Dieu, excellente parce qu'elle durera éternellement en Dieu. » L'amitié est une relation individuelle, une relation d'être humain à être humain, une relation privilégiée, nécessairement désintéressée. Un ami véritable hasarde volontiers sa réputation, sa position et ses biens pour secourir celui auquel il est attaché. Ainsi, seul de toute la cour, en 1712, le duc de Saint-Simon plaida en faveur de son ami le duc d'Orléans, injustement accusé de l'empoisonnement du dauphin et de la dauphine par la rumeur publique, et s'afficha en sa compagnie dans le palais alors que tous le fuyaient ostensiblement. En mars 1833, Alexis de Tocqueville accourut devant la cour d'assises de Montbrison, plaidait en des termes très nobles et très émouvants la cause de l'ami le plus cher de toute sa vie, Louis de Kergorlay, poursuivi avec son père, le comte Florian de Kergorlay, en raison de leur fidélité à Charles X. Aussi, la véritable amitié est-elle d'autant plus précieuse qu'elle est rare. Appelant l'homme à s'élever, à donner le meilleur de lui-même, l'amitié est une relation de nature aristocratique. Plus l'homme s'élève moralement, plus il est capable d'entretenir de profonds liens d'amitié. Les âmes basses et vulgaires, les âmes superficielles ignorent l'amitié tant qu'elles sont incapables de s'élever en s'oubliant au profit de l'autre. Il y a un goût dans la pure amitié où ne peuvent atteindre ceux qui sont des médiocres, écrit Jean de la Bruyère. Pour autant, si la pure amitié est interdite à la médiocrité peut connaître une amitié moins noble, moins raffinée, qui participe elle aussi à la paix sociale. Quoique fragile, l'amitié qui est fondée sur l'intérêt et celle qui est fondée sur le plaisir contribuent à la qualité du tissu social. Elles y contribuent d'autant plus qu'elles peuvent être l'antichambre d'une amitié véritable. L'importance de l'amitié pour la qualité du tissu social confère à cette vertu privée une dimension politique. Aristote explique que l'amitié doit unir les membres de la cité. Par-delà les vicissitudes inévitables que traverse toute communauté humaine, le règne de cette amitié politique repose sur un penchant naturel à la bienveillance entre les membres de la cité. Et nous mesurons en cette année 2022 tout ce qui nous manque dans notre France contemporaine. Ce regard de bienveillance suppose que le gouvernement de la cité fasse régner la paix et l'équité tout en entretenant,
un terreau qui leur est propice. Première victime des luttes factieuses et des injustices criantes, l'amitié politique ne peut se maintenir durablement et s'épanouir que dans une cité où domine le souci constant du bien commun. Ainsi, la philosophie classique, qui fait reposer le bien en politique sur la vertu des hommes de bien et subordonne la légitimité du gouvernement au règne de la justice, eh bien, selon cette philosophie, l'amitié occupe une place de premier ordre. À l'inverse, le pessimisme anthropologique qui domine au lendemain des guerres de religion stimule un renforcement de la puissance de l'État, dont la conservation devient la fin ultime. Au sein de cet État moderne, l'intérêt supplante et absorbe peu à peu l'amitié. Et ce sera l'objet de la deuxième partie de ce propos. L'amitié au cœur de la cité classique. Expression de la nature sociale de l'homme, l'amitié est considérée comme l'une des conditions du règne du bien commun, de la communauté du bien. Le bien commun, c'est aussi la communauté du bien, la communauté des gens de bien qui veulent vivre selon le bien. L'amitié fortifie la cité par les liens d'affection et de bienveillance qu'elle tisse entre ses membres. Elle suscite entre eux l'amour de la patrie. Elle assure ainsi la cohésion de la cité. Sans elle, la cité serait condamnée à s'effondrer au milieu des luttes civiles. Dès lors, nécessaire à l'existence même de la cité, l'amitié est appelée à exercer sur son fonctionnement une influence importante. L'amitié est donc l'un des piliers de la cité. Pour nombre de penseurs classiques, l'amitié est un sentiment naturel. Je cite ici Aristote, l'Éthique à Nicomaque. Au cœur de nos voyages au loin, nous pouvons constater à quel point l'homme ressent toujours de l'affinité et de l'amitié pour l'homme. Ce sentiment naturel atteste la sociabilité naturelle de l'homme. L'une des marques de l'amitié n'est-elle pas de mener une vie commune ? L'amitié prouve que l'homme est un animal politique. Ainsi, l'amour entre mari et femme leur permet de former une famille qui est, je cite Aristote, quelque chose d'antérieur à la cité, de plus nécessaire qu'elle. Sans amitié, il n'y aurait donc pas de véritable société. Pour Aristote, l'amitié semble constituer le lien des cités et les législateurs paraissent y attacher un plus grand prix qu'à la justice même, car quand les hommes sont amis, il n'y a plus besoin de justice. Ils sont naturellement justes les uns envers les autres. L'amitié ne porte-t-elle pas spontanément les hommes à se conduire ainsi, de manière bonne, les uns à l'égard des autres ? Dès lors, il ne peut y avoir de bien commun sans amitié. Amitié et bien commun sont étroitement liés. Supprimer du monde, estime Cicéron, les rapports de bienveillance, aucune maison, aucune ville ne pourra rester debout. L'agriculture elle-même ne subsistera point. On peut juger de la puissance de l'amitié par celle des dissensions et des discordes. Quelle est en effet la maison si solide, la cité si fortement constituée, qui ne puisse être entièrement détruite par les haines et les divisions intestines ? On peut juger par là quels sont les bienfaits de l'amitié. Au moment où Cicéron trace ces lignes, nous sommes dans les années 40, avant Jésus-Christ, César vient d'être assassiné. Et les césaricides, pour autant, n'ont pas pu conjurer l'établissement du gouvernement tyrannique contre lequel il s'était dressé. Rome est menacée par une nouvelle guerre civile entre les héritiers de César et les césaricides. Cicéron regrette le temps où l'amitié politique imprégnait la société romaine. Grâce à cette pietas, cette grande vertu de la piété, si importante dans toutes les sociétés traditionnelles, et notamment à Rome, cette pietas qui unit théoriquement les citoyens entre eux.
On était alors avare du sang des citoyens. Confronté au spectacle affligeant des ambitions déréglées, des massacres et des guerres civiles qui minent depuis 3/4 de siècle la République romaine, Cicéron s'employait alors vainement, au fil de ses interventions au Sénat et de ses plaidoiries, à rétablir entre les citoyens romains divisés la concordia, l'union des cœurs, qui est l'expression communautaire de l'amitié. L'amitié garantit la paix sociale, elle rend les querelles et les frictions plus rares, elle incline chacun à être juste sans grand effort, elle facilite l'action du gouvernement. Dès lors, faut-il s'étonner que le règne de l'amitié au sein de la cité soit le but poursuivi par le gouvernement qui agit en vue du bien commun. Au contraire, dans la tyrannie, l'amitié est nulle ou faible, constate Aristote. La corruption, la violence, le mensonge et la délation ont au fait de l'étouffer. Chacun est porté à se méfier de l'autre. L'amitié est d'autant plus précieuse qu'elle anime dans le cœur des hommes l'amour de la patrie. Pour les penseurs classiques, la patrie est la terre des pères. Elle se nourrit de l'enracinement et de l'affection. Par extension, la patrie est la communauté de ceux que l'on aime. Évoquant les chevaliers du temps des premiers Capétiens, le regretté Jean de Vigry relève que la France est, je cite, leur pays natal, celui de leurs princes, de leurs familles, de leurs amis et compagnons. En tissant de multiples liens d'affection et de bienveillance entre les membres de la patrie, l'amitié éveille dans le cœur de chacun un sentiment d'amour et de dévouement pour la communauté qui réunit tous ces êtres aimés. Pour la communauté au sein de laquelle s'épanouissent ces liens. L'amitié est ainsi au corps social ce que les artères et les veines sont au corps humain. Pourtant, les devoirs dictés par l'amitié et les devoirs dictés par le service de la patrie peuvent parfois s'opposer les uns aux autres. Être fidèle à l'une peut parfois conduire à être infidèle à l'autre. Terrible dilemme. Sacrifier les intérêts de la cité au devoir de l'amitié n'est pas sans danger pour l'amitié elle-même. Sacrifier l'amitié au bien de la cité n'est pas sans affaiblir la cité que l'on prétend sauver. Une question aussi délicate ne peut dès lors se satisfaire de réponses abstraites et générales, réponses nécessairement inadaptées, potentiellement dangereuses. Cette question était déjà soulevée à Rome. Entre la patrie et l'amitié, Cicéron semble trancher en faveur de la patrie. Au cours de l'été 44, sollicité par son ami Massius, qui a été également l'ami de César, Cicéron insiste sur la primauté des devoirs civiques, alors que Massius, en bon épicurien, défend le choix opposé, revendiquant le droit d'éprouver des sentiments, fût-ce pour un tyran, sans avoir à en rendre compte à qui que ce soit. Il est vrai qu'en bon romain, Cicéron considère la patrie comme une communauté fondée sur l'amitié. Dès lors, préférer la patrie pouvait être regardé comme un hommage rendu à l'amitié politique, celle qui le lie à ses concitoyens et nourrit son ardeur à servir la cité. Puisqu'amitié et vertu sont liées l'une à l'autre, le vieux consulaire affirme qu'il, je cite, « Il faut donc faire à l'amitié une loi de ne pas demander de choses honteuses, en latin res turpes, de n'en pas faire si on nous en demandait, car c'est une excuse honteuse et inacceptable pour toutes les fautes et surtout pour celles que l'on commettrait contre l'État, d'avouer qu'on a agi en faveur d'un ami. » Cette phrase est délicate à interpréter. D'une part, Cicéron mêle trois situations différentes. Ne rien demander de honteux à un ami, d'abord. Refuser à un ami qui vous demanderait de commettre une faute de le suivre, ensuite. Participer par fidélité à un ami à une entreprise contre l'État. D'autre part, Cicéron ne définit pas ce qu'il entend par honteux et ne précise pas davantage ce qu'il entend par faute contre l'État. Il ne donne qu'un exemple précis de faute contre l'État,
que personne ne se croit jamais permis de suivre un ami qui va jusqu'à faire la guerre à sa patrie. Et d'évoquer le souvenir de Coriolan, prenant les armes contre la patrie, l'exemple de Mallius, cherchant à être roi, ou encore celui de Tiberius Gracchus, le premier des Gracques, jetant le trouble dans l'État. Pour autant, la désobéissance civile est-elle à ses yeux une faute contre l'État ? Refuser de dénoncer un ami conspirateur est-il une faute ? Lui offrir l'asile de sa maison en est-il une ? Cicéron n'en dit rien. Le domaine respectif des devoirs de l'amitié et des devoirs civiques demeure sous sa plume un peu incertain. Cette incertitude atteste qu'il est impossible d'apporter à cette question difficile une réponse générale. D'ailleurs, l'amitié ne conserve-t-elle pas chez Cicéron des droits face à la patrie ? Lorsque Claudius, tribun de la plèbe, au printemps 58, fit voter des lois condamnant injustement Cicéron à l'exil et interdisant de lui accorder le feu et l'eau, le consulaire ne manqua pas de solliciter l'hospitalité, la présence et l'aide de ses amis, trouvant dans leur fidélité un grand réconfort. Lorsque Pompée se dressa contre les entreprises de César au printemps 49, Cicéron trouva dans l'amitié qui le liait à lui la force de surmonter les vives répugnances que suscitaient en lui la politique et les faiblesses de Pompée. Le souvenir des bienfaits qu'il en avait reçus le conduisit à lui rester fidèle dans le malheur. Au fil des siècles, l'opposition possible entre les devoirs dictés par l'amitié et les devoirs dictés par le service de la patrie a été relevée par plusieurs auteurs. Ainsi, dans les Essais, Montaigne invoque l'exemple de Caius Blosius, ami intime de Tiberius Gracchus, interrogé en présence des consuls romains après l'exécution du tribun. Celui-ci confessa hardiment qu'il aurait fait tout ce que Tiberius Gracchus lui aurait demandé de faire. Et Montaigne de commenter, ils étaient plus amis que citoyens, plus amis qu'ennemis de leur pays. Et Montaigne d'ajouter ce que n'aurait pas fait Cicéron. Il ajoute « La réponse de Blosius est telle qu'elle devait être ». Montaigne approuve cette réponse. Pour autant, dans cette réponse, Montaigne salue avant tout la fidélité en amitié, fidélité de tous les instants qui ne saurait faiblir à l'heure du péril. Pour autant, il n'imagine pas qu'un véritable ami puisse nourrir des desseins que l'autre ami pourrait juger honteux et lui demander d'y concourir. Entre amis, la confiance se nourrit de la connaissance qu'ils ont l'un de l'autre, elle est sans limite. Évoquant le souvenir de la Boétie, il écrit à ce sujet « Nos âmes ont charrié si uniment ensemble, elles se sont considérées d'une si ardente affection et de pareille affection découverte jusqu'au fin fond des entrailles l'une à l'autre, que non seulement je connaissais la sienne comme la mienne, mais je me fus certainement plus volontiers fié à lui de moi qu'à moi. » L'amitié, âme de la société. Tout au long du Moyen-Âge, alors que la foi chrétienne imprègne profondément les mœurs, le traité de Cicéron, De Amicitia, compte parmi les ouvrages les plus souvent copiés dans les monastères. Cet ouvrage exerça alors une influence essentielle, comme l'illustrent notamment les méditations d'Aelred du Rivaux, abbé cistercien, dans De Spiritali Amicitia, composé autour de 1165. Au XIIe siècle, que d'aucuns ont qualifié de siècle de l'amitié est au cœur des chansons de geste. Celle-ci souligne l'importance de l'amitié dans les relations féodales. Tandis que la chanson de Roland raconte les prouesses de Roland et d'Olivier, la chanson de Raoul de Cambrai, composée sous Philippe II, montre la puissance que retire un suzerain du réseau étoffé de ses amis, tout en illustrant à titre d'avertissement les ravages que peut entraîner la trahison d'une amitié. Des traités sont alors consacrés à l'amitié, outre celui d'Aelred
de Rivaux, Pierre de Blois compose des Amicitia Christiana. À la même époque est redécouverte l'éthique à Nicomaque, dont les livres 2 et 3, traduits par Jacques de Venise au cours du deuxième quart du XIIe siècle, figuraient dans la bibliothèque du Mont-Saint-Michel. Au cours du troisième quart du XIIe siècle, Burgundio de Pise, l'un des plus grands savants de son temps et l'un des grands esprits grâce auxquels Aristote a été, ses œuvres beaucoup mieux connues en Occident, a traduit à son tour l'éthique à Nicomaque. Un siècle plus tard, vers 1246-1247, Robert Grossetête, évêque de Lincoln, offre à son tour une traduction de l'ouvrage. Et monsieur le recteur faisait référence dans sa leçon à Guillaume de Merbec, qui lui-même a offert peu de temps après, semble-t-il, une traduction de l'éthique à Nicomaque. L'éthique à Nicomaque fait l'objet de commentaires et d'enseignements universitaires, qui furent d'abord optionnels, avant de devenir, au début du XIVe siècle, obligatoires. Les plus grands esprits du temps s'y consacrent, à commencer par saint Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin, sans oublier Nicolas Orem, qui, quoique moins prestigieux, a également écrit sur ce thème des commentaires tout à fait intéressants. Ils décrivent la sociabilité qui caractérise les relations d'amitié, ils insistent sur les bienfaits de la convivialité, sur la joie et la consolation que les amis se procurent mutuellement par leur seule présence, ils dissertent sur l'articulation entre amitié et bien commun, sur le règne de la concorde au sein de la cité, concorde qu'Albert le Grand qualifie d'entente en vue du bien commun. L'amitié est cultivée avec soin. Expression de la communion des saints, elle permet ici-bas le plein épanouissement de la vie chrétienne, préfigurant l'unité d'amour qui liera entre elles les âmes reçues dans le royaume des cieux. Rompant avec l'ascétisme des pères du désert, la règle de saint Benoît offre un modèle de constitution communautaire fondée sur l'amitié. L'abbé gouverne les âmes qui lui sont confiées avec le souci constant de leur salut. Les moines sont ses fils adoptifs. Ainsi, l'obéissance à la règle peut être exigée de quiconque, non pas en vertu de la loi écrite, mais à cause du lien d'amour qui unit chacun au Christ et les uns avec les autres, relève le regretté professeur Gérard Guyon dans son ouvrage « Justice de Dieu, justice des hommes ». Cette règle a exercé une influence considérable tout au long du Moyen-Âge sur la conception que l'on nourrissait du pouvoir et de son exercice. Et là, je renvoie à un autre ouvrage de Gérard Guyon, La règle du droit aux sources du droit. À l'initiative de l'abbaye de Cluny, l'Église s'employa au Xe et XIe siècle à adoucir les mœurs de la société féodale. Elle œuvra notamment à christianiser la chevalerie, imposant le respect de la paix et de la trêve de Dieu. L'Église présenta alors aux milites un idéal de vie exigeant fondé sur le service de l'Église, la protection des faibles et la maîtrise de soi. Placer la force au service de la justice et de la protection des plus faibles. Dès le deuxième quart du Xe siècle, Odon, abbé de Cluny, publia une vie de saint Géraud, récit exemplaire d'un chevalier chrétien. Au sein du monde féodal, alors que l'insécurité menace quotidiennement, l'amitié insère chacun dans des liens d'entraide protectrices, tissant les alliances nécessaires. Les mots vassaux et amis sont le plus souvent synonymes. Sans conteste, remarque Bénédicte Serre, l'amitié innerve le monde médiéval. Les liens d'amitié librement choisis viennent renforcer les solidarités de lignage. Princes et barons prennent l'habitude de se lier par des pactus amicitiae, traités par lesquels ils s'engagent solennellement à se soutenir mutuellement. L'amitié y est engagée par serment, leur foi est engagée,
Ces traités s'accompagnent de gestes symboliques, de banquets d'échange, de banquets et d'échanges de présents magnifiques. La position inégale du suzerain et du vassal aurait pu être un obstacle à cette amitié. Encore que le vassal puisse lui-même être un fort grand seigneur, suzerain de nombreux vassaux, parmi lesquels peut figurer, au titre d'un autre fief, son propre suzerain. La féodalité est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. Au XIIIe et XIVe siècle, les auteurs s'interrogent sur la relation entre amitié et égalité. Si saint Thomas considère que l'égalité doit être le préalable de l'amitié, saint Albert le Grand n'exclut pas qu'il puisse y avoir des liens d'amitié entre personnes de statut inégal, sauf si la distance devient trop grande, note-t-il. Plus tard, dans le livre des Éthiques, Nicolas Orem écrit, à l'inverse de saint Thomas, que ce n'est pas l'égalité qui est le préalable de l'amitié, mais l'amitié qui égalise les rapports. Je cite, « Ceux qui sont inégaux peuvent être mêmement amis parce qu'ils seront faits égaux. » Il est vrai que le christianisme atténue les distances. Grâce au Christ, l'amitié est possible malgré les différences parfois considérables de dignité et de rang. Le Christ n'a-t-il pas appelé amis ses apôtres malgré l'immensité qui le séparait d'eux? À sa suite, nombreux, parmi les princes et les rois, ont entretenu des liens d'amitié étroits avec des personnes de rang inférieur. Pour autant, la question de savoir si un roi ou un pape peut avoir des amis a été, elle aussi, abondamment discutée. Pour saint Albert le Grand, il n'est pas bon que le roi ait des amis, car la familiarité qui en découlerait serait de nature à affaiblir son autorité. À l'inverse, Orem, qui fréquentait la cour de Charles V, affirme qu'il est nécessaire au roi de cultiver l'amitié. Cultiver l'amitié permet au roi de manière plus pragmatique d'entretenir la paix, non seulement à l'intérieur de son royaume, mais aussi au sein de la Respublica Christiana, grâce au pacte d'amitié conclu avec ses voisins. Cultiver l'amitié permet au roi de pratiquer les vertus, notamment la générosité, d'être le bienfaiteur de son peuple, d'entretenir avec ses sujets ce lien affectif, naturel et spirituel qui souligne sa mission de père du peuple et de pasteur. Cultiver l'amitié est dès lors au cœur d'un idéal royal très élevé, celui d'une royauté tempérée dans laquelle le roi, image du Christ, est tout entier sacrifié au bien de son peuple. Cet idéal royal que Nicolas Orem met en valeur en commentant l'œuvre d'Aristote est alors solidement enraciné dans les mentalités, fortifié par la conception ministérielle du pouvoir, théorisée par saint Augustin, par saint Grégoire le Grand, saint Isidore de Séville, Jonas d'Orléans et Smaragde de Saint-Miel. L'amitié assigne au prince d'aimer ses sujets comme un père aime ses enfants, d'être au sein de son royaume le bon passeur. Nous pouvons en relever de nombreux exemples tout au long de l'histoire de l'ancienne royauté. Lorsque Charlemagne associe son fils Louis à l'Empire le 11 septembre 813, il l'exhorte, avant de le couronner, à aimer les peuples comme ses fils, à être le père des pauvres. L'amitié fortifie la relation qui unit le prince et ses sujets. À la cour des premiers Capétiens, les chevaliers, les légistes et les clercs qui entourent le roi sont souvent qualifiés de familiares dans les actes de la chancellerie royale, expression qui dit assez l'affection qui les unit au roi. Ils sont même parfois qualifiés d'amis. L'abbé Sugère est ainsi appelé amicus et familiaris noster par Louis VII. Cependant, cette amitié n'est pas réservée aux seuls familiers. En 1173, dans un acte de donation, Louis VII menace ceux qui ne respecteraient pas les dispositions qu'il vient de prendre. Si quelqu'un en avait la présomption, il serait séparé de notre amour aussi longtemps qu'il n'aura pas donné satisfaction pour cela à notre égard.
Dans son testament, Saint Louis recommande à son fils d'aimer les gens d'Église, de se faire aimer de ses serviteurs et de ses bonnes villes en faisant régner la justice, la paix et la piété, soulignant ainsi l'importance de l'amitié pour l'harmonie du royaume et le lien étroit qui unit amitié et règne de la justice. Au fil des règnes, l'importance que revêt pour la royauté l'amitié entre le roi et ses sujets se confirme. Ainsi, lors des États généraux réunis à Tours en mai 1506, Louis XII se montre touché des témoignages d'affection que lui manifestent ses peuples. Lors du lit de justice de décembre 1527, François Ier parle de la grande amitié et fidélité que ses sujets lui montrent et portent. En France, le roi est regardé communément comme un père qui veille sur ses enfants et les protège. Le roi est comme père de famille en son royaume ou cité et doit dominer sur ses citoyens et vassaux de telle amitié que le père de famille domine ses enfants, explique le juriste toulousain Guillaume de la Perrière dans Miroir politique, milieu du XVIe siècle. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, le roi conserve l'habitude de s'adresser dans ses lettres à ses très chers et bien-aimés. Dans les préambules de ses ordonnances, Louis XV invoque volontiers l'affection paternelle qu'il a pour ses sujets, notamment dans l'ordonnance créant l'Académie royale de chirurgie en 1749. Louis XVI l'imite. Il fait souvent allusion à l'amour qu'il a pour ses sujets. Cet amour inspire ses réflexions de jeune homme, de jeune prince, avant même qu'il ne soit monté sur le trône. Tout ce que le père doit à ses enfants, le frère à ses frères, l'ami à son ami, le prince le doit à ses sujets. Car le roi, le berger et le père ne sont qu'une même chose. Malgré les vicissitudes et les épreuves de son règne, cet amour pour ses peuples et ce souci de travailler à leur bonheur l'animera jusqu'à sa mort. Et on le voit notamment lorsque, devant ses accusateurs, le 26 décembre 1792, Louis XVI exprime sa douleur d'être accusé d'avoir fait tirer sur le peuple. Cette amitié entre le prince et ses sujets naît du soin que porte le prince à faire régner la justice. Selon le juriste huguenot Innocent Gentillet, porte-parole du duc d'Alençon pendant la guerre des Malcontents en 1575, je cite, « Il est certain qu'un prince qui maintiendra ses sujets en bonne paix et les gardera d'oppression, faisant punir ceux qui voudraient les oppresser, et qui maintiendra leur liberté, faisant punir les infracteurs, et qui fera observer une bonne police en son pays pour librement commercer en assurance, sans imposition de nouvelles taxes et tributs, et qui fera administrer bonne justice à chacun, il est certain, dis-je, qu'un tel prince sera grandement aimé de ses sujets. Que le prince abandonne fréquemment à de graves injustices et l'amitié finirait par s'estomper, il serait regardé comme un tyran, comme vient de l'éprouver Charles IX au lendemain de ce massacre de la Saint-Barthélemy qui fut dicté par la raison d'État, qui est un crime d'État dicté par la raison d'État, dont il a assumé publiquement la responsabilité, alors même qu'en réalité, dans cette affaire, il n'avait pas contrôlé grand-chose, il n'avait rien maîtrisé du tout, tout lui avait échappé. Le Parlement, dans ses remontrances, ne manque jamais de rappeler au roi que l'amitié des peuples pour leur souverain se nourrit de son application à faire régner la justice. Le roi n'est jamais insensible à un tel discours. L'amitié nourrit l'autorité du prince et justifie l'obéissance qui lui est due. Tout au long du Moyen-Âge, les sujets n'imaginent pas être soumis à un devoir d'obéissance strict, mais à un devoir de fidélité, c'est-à-dire d'obéissance en conscience, un devoir de loyauté. Alors que l'obéissance suppose de se soumettre sans discussion à la volonté du détenteur de l'autorité légale, la fidélité, beaucoup plus exigeante, conduit le sujet à donner sa foi à son prince. La fidélité suppose l'affection et la confiance. Foi, confiance, tous ces mots ont la même racine. La fidélité suppose une affection filiale et puis une confiance dans la bienveillance du prince et dans sa justice.
La fidélité implique une obéissance raisonnée, éclairée par la conscience du chrétien. Le féal n'obéit à l'ordre reçu que si cet ordre est bon et juste. Un ordre injuste ne peut pas émaner de la volonté du roi, ne peut pas exprimer cette volonté, car le roi est toujours juste, par définition. Certains rois ont même demandé solennellement à leurs officiers de ne pas tenir compte d'ordres qui seraient contraires à la droite raison et à la justice. Ainsi ordonnée au bien, l'autorité est fortifiée. L'autorité morale du prince est suffisamment forte pour rendre inutile l'usage des outils de la puissance de commandement, des moyens coercitifs de la potestas. Pour Jean Bodin, le théoricien de la souveraineté, si donc les sujets obéissent aux lois du roi et le roi aux lois de nature, il s'ensuit une amitié mutuelle du roi envers ses sujets. L'amitié assure la tranquillité de l'État et la sûreté du roi. Là, au moment où Jean Bodin trace ces lignes, les temps sont loin où le roi n'avait rien à craindre de ses sujets. Les guerres de religion ont tourné les têtes. L'esprit de parti s'est emparé de bien des esprits. Assassinats, massacres et guerres civiles portent à l'amitié qui unissait naguère les sujets du roi de France des coups décisifs. Le prince lui-même n'est pas épargné. Coup sur coup, à 20 ans de distance, 2 rois sont assassinés, Henri III et Henri IV. On n'avait jamais vu ça. Les désordres traumatisants qui en résultent facilitent le développement et l'acceptation, le triomphe d'une nouvelle conception de l'État, l'État comme ferme domination sur les peuples avec puissance souveraine, selon la définition de Giovanni Botero. À côté de la royauté traditionnelle, paternelle, chrétienne, ordonnée au règne de la justice de Dieu, s'impose une nouvelle forme d'organisation politique, l'État, domination souveraine, abstraite et désincarnée, ordonnée à sa propre conservation. 2 logiques contradictoires guident désormais le royaume de France, contradiction que la monarchie absolue parvint à surmonter pour un temps avant que l'État balaye la royauté traditionnelle en 1789. Au cours des guerres de religion, le regard porté sur la nature humaine se noircit considérablement. L'homme, on vient de le voir à l'œuvre, et c'est pas joli. L'amitié cesse peu à peu d'être regardée comme le fondement de la cité, elle s'efface petit à petit derrière l'intérêt, qui bientôt la supplante. Au sortir de ces guerres, nombreux sont ceux qui pensent que seule l'obéissance stricte à l'autorité souveraine peut permettre de faire régner durablement le repos et la tranquillité publique, et qu'il est de l'intérêt de tous de s'y plier. L'amitié à l'épreuve de l'affirmation de l'État. Face à l'amitié, la pensée moderne oscille souvent entre 2 attitudes opposées. Le premier consiste à l'ignorer et à négliger, voire à nier son importance pour l'harmonie sociale. Nombre de modernes, renouant avec la pensée hellénistique, pensent en effet que le lien social n'est pas fondé sur l'amitié, mais sur l'intérêt. La seconde attitude opposée porte ceux qui ont conscience de l'importance de l'amitié à soumettre l'amitié à l'intérêt de la patrie et même parfois à l'encadrer de règles juridiques qui témoignent de leur volonté de réglementer tous les aspects de la vie humaine. Et c'est ce que l'on vit au cœur de la Révolution. Amitié et intérêt. Les désordres de guerre de religion, nous l'avons vu, ont engendré un grand pessimisme sur la nature humaine. 35 ans de guerre civile. 35 ans de guerre civile, on a vu l'homme à l'œuvre, ce n'est pas joli. L'amitié politique a eu beaucoup de mal à se remettre des guerres de religion. S'est-elle remise de ces guerres de religion ? La cité, dès lors, aux yeux de beaucoup, unit des hommes au naturel farouche et fourbe. Trop d'atrocités, trop de vilainies ont été commises. Pour beaucoup, le sentiment qui fonde la cité ne peut pas être l'amitié. Alors il y a encore, au tournant des XVIe et XVIIe siècles, quelques auteurs qui s'accrochent à l'amitié, qui sont conscients de son importance. Jean Bodin,
veut y croire. Guillaume du Vers, qui fut garde des Sceaux de Louis XIII, n'est pas n'importe qui est un stoïcien, affirme lui aussi que l'amitié est l'un des plus précieux biens de ce monde. En 1596, il est envoyé par Henri IV à Marseille pour procurer l'amitié et la concorde entre les habitants, car ce sont les vraies marques des chrétiens, dit-il. À la même époque, à la Saint-Martin 1594, lors de la séance d'ouverture du Parlement de Paris, le premier président Achille de Harlay explique que la grandeur et vraie décoration du Parlement réside dans l'affection et mutuelle bienveillance de ceux dont il est composé, de ce Parlement qui vient pour la première fois depuis 6 ans, de reconstituer son unité, lui qui était éclaté en 2 formations, l'une siégeant à Tours et l'autre siégeant à Paris. Dans les 13 livres des Parlements de France, dissertant sur les devoirs des magistrats, Bernard de la Rocheflavin écrit qu'il est nécessaire pour la tuition et défense de la République que les magistrats soient unis en bonne amitié. Mais l'on voit bien que tous ces auteurs insistent pour tenter de colmater des fissures, des brèches même, et qu'ils insistent parce que l'amitié a été fortement malmenée. Pierre Charon, dans son traité de la sagesse, réserve de belles pages à l'amitié, affirmant que c'est la vraie mère nourrice de la société humaine, conservatrice des États et polices. Mais il laisse bien entendre que l'amitié est l'apanage d'une élite morale. Le traumatisme des guerres civiles a été trop grand pour que l'on puisse encore croire dans cette amitié. Celui qui était le plus méchant, on l'estimait le plus. Il était honoré et respecté, alors que les gens de bien étaient méprisés, constate un juriste angevin qui a connu ces temps troublés de la fin du XVIe siècle. L'homme est donc naturellement l'ennemi de l'homme et non son ami. Déjà Thomas Hobbes mûrit son Léviathan. Alors, si l'amitié ne lie plus les hommes, quel peut être le lien qui les unit ? Pour Bottero, c'est l'intérêt. Et cette idée s'affirme petit à petit au cours du XVIIe siècle. Bossuet approuve « l'intérêt même nous unit ». Et si l'évêque de Meaux rappelle que tous les hommes sont frères, on sent bien que sous sa plume, cette fraternité, qui découle de ce que tous les hommes sont les enfants d'un même Dieu, n'entraîne entre eux aucune bienveillance naturelle. Ce lien de fraternité est celui qui unissait Caïn à Abel. L'homme, dominé par ses passions, ne songe qu'à les contenter sans songer aux autres. Cette perversité rend les hommes insociables, enseigne-t-il, dans la politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte. Les hommes sont des frères, si l'on veut, mais des frères rivaux, car ils naissent tous ennemis les uns des autres, bien loin d'être naturellement amis, renchérit quelques décennies plus tard le chancelier d'Aguesseau dans ses méditations métaphysiques. L'intérêt doit donc incliner les hommes à se bien conduire entre eux. Le lien qui unit le prince à ses sujets s'en trouve lui-même altéré. Désormais, certains auteurs, nourris de la lecture de Machiavel, insistent sur la crainte que doit inspirer le prince et sur l'obéissance salutaire qui en découle. Les penseurs contractualistes du XVIIe siècle fondent eux-mêmes le lien social sur l'intérêt, exclusivement. C'est par intérêt que l'homme, à l'origine isolé dans l'état de nature, s'est associé à ses semblables pour conclure un contrat social, estime-t-il. Pour Hobbes, l'homme espérait ainsi se protéger de la méchanceté et de la rapacité de ses égaux. Pour Locke, il voulait établir un arbitre capable de concilier les intérêts de chacun et de trancher pacifiquement les querelles éventuelles. L'empire exercé par l'intérêt est tel que l'on en vient à opposer un égoïsme bien entendu, généreux, bienfaisant, à l'égoïsme étroit de ceux qui ne sont pas capables de percevoir que leur intérêt exige que l'intérêt de la société soit préservé.
Il n'est plus question de gratuité, il n'est plus question d'amitié dans la modernité, il est question du bon égoïsme et du mauvais égoïsme. Ignorée au sein de la cité, l'amitié n'est pas mieux considérée dans la vie privée. Le désintéressement, sans lequel il n'existe pas de véritable amitié, a complètement disparu. Il est regardé au XVIIIe siècle comme une forme déguisée et subtile d'intéressement. À titre d'illustration, relevons que cette conception de l'homme portera les rédacteurs du Code Napoléon à considérer la gestion d'affaires avec suspicion. L'intervenant, quoique rendant service, est d'abord un suspect que, par-dessus tout, il faut obliger à persévérer dans son entreprise au trouble mobile, relève Xavier Martin. Cette insensibilité des auteurs du Code à l'altruisme montre à quel point l'amitié a disparu des mentalités, le mot lui-même est dénaturé. Les hommes des Lumières sont individualistes, matérialisants et utilitaristes. Ils regardent l'amitié exclusivement comme l'assouvissement de besoins plus ou moins raffinés. L'amitié guidée par l'intérêt supplante et absorbe complètement la véritable amitié. L'abbé Claude Yvon, dans l'Encyclopédie, écrit que l'amitié est le commerce où le cœur s'intéresse par l'agrément qu'il en tire. Aimer, c'est avoir besoin, confirme le baron Helvétius dans De l'Esprit. Ce besoin définit l'intensité de l'amitié. L'amitié suppose un besoin, plus ce besoin sera vif, plus l'amitié sera forte. Le besoin est donc la mesure du sentiment. Sous la plume de l'abbé Yvon, l'amitié est l'habitude d'entretenir avec quelqu'un un commerce honnête et agréable. L'amitié ignore les heures d'infortune. Ses devoirs se trouvent encadrés par l'objet qui l'a suscité. Égard à celui qui oserait en sortir. L'habitude qu'il a de converser agréablement avec son ami ne lui permet pas pour autant de picorer à sa bourse. L'oublierait-il que la conversation risquerait fort d'être soudain moins avenante? L'amitié est tempérée par un solide égoïsme. Époque de tranquillité, de paix, de prospérité, le XVIIIe siècle est peu propice aux grandes amitiés qui doivent être éprouvées. Reste pour des hommes exempts de toute ambition, de toute passion forte, les délices de la conversation des gens instruits. Pourtant, si de tels hommes sont les amis les plus tendres et les plus constants, car leur âme toujours ouverte à l'amitié en connaît tout le charme, ils n'ont pas la délicatesse et le désintéressement que leur prêtaient Aristote et Cicéron. Ils ne cherchent qu'à assouvir un égoïsme plus raffiné. À quoi tient le charme de la conversation d'un ami? Au plaisir d'y parler de soi, souligne Helvétius. D'Alembert est attristé par la définition qu'Helvétius donne de l'amitié, mais il ne la réfute pas. Elle lui semble exacte. Bien que plus modérée, et n'étant pas lui-même matérialiste, Montesquieu adhère lui aussi à cette conception utilitaire. L'amitié est un contrat par lequel nous nous engageons à rendre de petits services à quelqu'un afin qu'il nous en rende de grands. Sur l'amitié, Montesquieu est d'ailleurs profondément désabusé, soulignant que les mauvais coups reçus sont toujours donnés par des amis. Pourtant, les femmes qui tiennent salon et qui reçoivent à leur table tous ces philosophes, qui les nourrissent, car ces salons sont d'abord des salles à manger, comme l'a montré Jean de Vigry. Ces femmes ont pour l'amitié un véritable culte, à l'instar de la marquise de Lambert, de Madame Geoffrin ou de Madame du Défunt. J'aime l'amitié à la folie. Mon cœur n'a jamais été fait que pour elle, confie Madame du Défunt à Horace Walpole en 1766. Le plus souvent, elles échouent à y convertir leurs hôtes qui sont solidement ancrés dans l'égoïsme. Quelques exceptions surnagent. Louis de Sacy écrit en l'honneur de Madame de Lambert qu'il admire un traité de l'amitié. Cependant, si Sacy porte sur l'amitié un regard exigeant, qui rappelle les écrits d'Aristote et de Cicéron et témoigne d'une conception élevée de l'homme, l'amitié dont il parle ne concerne que la vie privée. Sacy ignore ses bienfaits politiques. Pour lui, le lien social ne repose pas sur l'amitié, mais sur l'amour de la patrie et des lois. Du moins Sacy persiste-t-il à distinguer amitié et intérêt.
l'amitié n'est autre chose qu'une parfaite union des cœurs, formée par le mérite et par la vertu, et confiance par la ressemblance des mœurs. Toute autre liaison n'est qu'une fausseté mercenaire et indigne d'un nom si saint. Dans le monde des salons, celle-ci reste une exception. Si ces femmes hors du commun qui animent les sociétés d'esprit aiment l'amitié, note Jean de Vigry, elles ne reçoivent guère de satisfaction dans ce domaine. Voltaire se montre souvent odieux avec Madame du Deffand. Avec qui ne l'est-il pas? Le solide égoïsme des philosophes en fait, nous dit Jean de Vigry, des impuissants du sentiment. Amour et obligation civique. Si l'amitié est au cœur des Lumières altérée par l'utilitarisme, cet utilitarisme n'imprègne pas seulement les relations individuelles, il nourrit les relations du citoyen avec la patrie. Le primat accordé depuis la fin des guerres de religion à la conservation de l'État n'a pas manqué d'alourdir le poids des obligations qui s'imposent à chaque citoyen. Désormais, l'amitié est subordonnée à l'intérêt de la patrie. Cette préférence est nettement exprimée dans l'ouvrage de Louis de Sacy. Elle passe l'amitié après le bien de la patrie. La hiérarchie des fidélités s'en trouve perturbée. Dans la 10e méditation métaphysique, le chancelier d'Aguesseau lui fait écho lorsqu'il écrit que le citoyen doit sacrifier famille et amis à l'intérêt de la patrie, qu'il doit préférer l'amour de l'humanité en général à l'amour de ceux qui lui sont proches. Dans la Somme théologique, saint Thomas d'Aquin affirmait que l'homme avait d'abord des devoirs envers Dieu, puis envers ses parents, et enfin envers la patrie. La hiérarchie n'était pas la même. La croissance de l'État et la diffusion d'une conception volontariste de la société ont bouleversé cette hiérarchie des piétés. Les affections personnelles, familiales ou électives en sortent dépréciées au profit des devoirs civiques. Nombre de penseurs classiques estiment que la santé du corps social repose sur l'amitié qui unit ses membres. À leurs yeux, sacrifier famille et amis à l'intérêt de la patrie aurait affaibli celle-ci au lieu de la sauver. Un tel sacrifice l'aurait vidé de sa substance. Insistant sur l'accomplissement des devoirs de chacun, des devoirs civiques, Sacy et d'Aguesseau refusent de placer des bornes au sacrifice que la patrie peut exiger de ses membres. L'individu est avant tout un citoyen, tout est subordonné au service de l'État. Sous la Révolution, communier à la même foi révolutionnaire tisse entre les individus, naturellement enclins à la solitude, des liens de sociabilité indispensables à la survie de la patrie. Liens d'amitié, liens de fraternité. Au contraire, ceux qui rejettent cette foi compromettent l'unanimité du peuple, obstacle dangereux au bonheur promis par la régénération révolutionnaire. Ils sont ipso facto regardés comme des ennemis dont l'élimination est bientôt jugée nécessaire. Les jurés du tribunal révolutionnaire en ont bien conscience, eux qui, pour un même délit d'opinion, acquittent parfois l'accusé de conditions modestes et envoient sur l'échafaud celui qui est trop riche ou trop bien né pour être un ami du peuple. Aucune relation n'est permise avec des ennemis du peuple. Cultiver une amitié contraire aux intérêts de la patrie révolutionnaire devient dès lors un crime qui attente au bonheur collectif. Et Robespierre en donne un bon exemple à la Convention le 31 mars 1794, alors qu'il vient de faire arrêter ses amis Danton et Desmoulins. « Et moi aussi, j'ai été l'ami de Pétion. Dès qu'il s'est démasqué, je l'ai abandonné. J'ai aussi eu des liaisons avec Roland. Il a trahi, je l'ai dénoncé. » Belle amitié. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Danton veut prendre leur place et il n'est plus à mes yeux qu'un ennemi de la patrie. Il n'y a plus qu'à retrancher cet ennemi et du carnet d'adresse et de la communauté des vivants. Ceux qui se risquent à nourrir une amitié contraire aux intérêts de la patrie révolutionnaire s'exposent à la mort. La princesse de Lamballe l'éprouve à ses dépens.
Revenue d'émigration pour partager le sort de la reine, elle est massacrée le 3 septembre 1792 parce qu'elle refusait de jurer haine au roi et à la reine. Anecdote exemplaire du fait de sa rareté, même si l'on peut ajouter le bel exemple donné par Madame Élisabeth, auquel la reine devait rendre ce magnifique hommage quelques heures avant sa mort. Vous, ma bonne et tendre sœur, vous qui avez par votre amitié tout sacrifié pour être avec nous, combien dans nos malheurs notre amitié nous a donné de consolation. Le plus souvent, la peur d'être arrêté annihile les fidélités, efface les liens d'affection, rend impassible au malheur de ses amis. Mémoires et souvenirs en témoignent. L'abbé Morlaix, croisant la charrette conduisant à la mort son ami le comte de Brienne, qui le recevait l'été chez lui à Brienne, l'ancien ministre de Louis XVI, avoue, avec une certaine humilité dans ses mémoires, avoir eu le malheur de voir sans regarder. Les théoriciens révolutionnaires ne manquent jamais d'enseigner que le bon militant doit savoir sacrifier parents et amis à l'intérêt supérieur de la patrie. La Révolution fait de la délation un devoir civique. La figure légendaire de Brutus, immolant ses enfants au salut de la République, est volontiers exaltée. Puisque la Révolution promet à tous le bonheur, comment s'étonner que tout soit soumis à son succès, y compris les liens d'affection. Et pourtant, l'amitié a sa place dans le discours jacobin. Elle a sa place dans le programme de régénération. Elle peut être utile à la République en confortant des liens sociaux par nature fragiles. Elle permet au législateur d'atteindre l'objectif que lui a signé Rousseau, à savoir de transformer chaque individu qui par lui-même est un tout parfait et solitaire, en partie d'un plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être. Elle multiplie les forces des amis de la patrie, selon la formule de Robespierre. Elle établit au sein de la République l'unité nécessaire. Alors l'amitié a sa place et s'injuste dans cette rêverie auquel il a consacré quelques soirées, qui est restée sous le nom de Fragments sur les institutions républicaines, imaginant une république parfaite, celle à laquelle songent les Jacobins, réserve une place à l'amitié. L'amitié a un statut juridique. Tout homme âgé de 21 ans est tenu de déclarer dans le temple quels sont ses amis. Il y a un formulaire à remplir, le formulaire d'amitié. Cette déclaration doit être renouvelée tous les ans pendant le mois de Ventose. Si un homme quitte un ami, il est tenu d'en expliquer les motifs dans le temple sur l'appel d'un citoyen ou du plus vieux. Il y a un formulaire de déclaration de brouille qui doit être motivé. S'il refuse, il est banni. Tout cela est très sérieux. De fait, les amis, selon Saint-Just, seraient associés à la signature des contrats. Ils exerceraient la tutelle des enfants mineurs de leurs amis prématurément décédés et ils seraient réputés complices des crimes commis par les amis. Donc les amis sont invités à se surveiller. La délation n'est pas loin. Alors quant à ceux qui ne voudraient pas jouer le jeu et qui n'auraient pas d'amitié à déclarer, l'amitié étant obligatoire, il serait purement et simplement banni. Celui qui dit qu'il ne croit pas à l'amitié ou qui n'a point d'amis est banni. Comme ça, il ne risque pas d'en avoir. Pourtant, ce caractère obligatoire et public de l'amitié expose l'amitié à un grand péril. L'amitié peut-elle s'épanouir sans liberté ? Si elle joue un rôle important pour l'harmonie de la société, elle n'en relève pas moins de la vie privée et demeure par conséquent rétive à tout encadrement juridique. Toute intervention de la puissance publique ne risque-t-elle pas d'en dénaturer le sens ? Et puis, au moment où Saint-Just, ou Robespierre même, dans le discours proposant la reconnaissance de l'être suprême, disserte sur l'amitié, propose d'y consacrer un décadi. Il y a eu un décadi de l'amitié. Eh bien, le climat de terreur
qu'il contribue à faire régner sur la France, en interdit l'épanouissement concret. Comment l'amitié pourrait-elle exister dans une société blessée par les massacres, les serments de haine, les dénonciations dont on a fait un devoir civique, je le répète, et les arrestations abusives, dans une société où tous sont si étroitement surveillés, dans une société où tout le monde se méfie de tout le monde? Fruit de ce climat de terreur, un puissant égoïsme semble désormais dominer les mentalités. Dans ces mois de terreur, la France a reçu des blessures profondes qui ont compromis durablement la floraison d'une véritable amitié politique. L'image que l'on a de l'homme est trop dégradée pour que l'on puisse encore croire à celle-ci. Malgré tout, il est encore question de l'amitié à l'époque de la réaction thermidorienne. À l'article 4 de la Déclaration des devoirs des citoyens, qui précède la Constitution de 1795, l'importance de l'amitié est soulignée. Nul n'est bon citoyen s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami et bon époux. L'expression bon ami a remplacé au cours des discussions l'expression honnête homme qui figurait dans le projet initial de pacte social. La perspective reste profondément utilitaire. Pour autant, si la formule de l'article 4 de la Déclaration devient un lieu commun de la rhétorique politique thermidorienne, le législateur se garde bien d'insérer l'amitié dans un cadre juridique. En la matière, on préfère agir sur les mentalités de manière plus subtile, à l'occasion des fêtes révolutionnaires qui manipulent les sensations perçues pour rendre l'individu bon citoyen. Ces fêtes ont une mission éducative, régénératrice, et elles occupent une place grandissante dans la vie du directoire déclinant. Après la Révolution, l'amitié disparaît, peu ou prou, de la réflexion politique. Ses effets sur l'harmonie sociale sont ignorés. Une exception, semble-t-il, la réflexion des catholiques sociaux, René de la Tour du Pin et Albert Demain, qui s'emploient à réconcilier patrons et ouvriers au sein des cercles catholiques ouvriers, au moment même où le discours marxiste sur la lutte des classes fait planer sur l'amitié politique une menace directe et redoutable. À cet égard, les encycliques pontificales persistent à souligner l'importance sociale de l'amitié, condamnant la lutte des classes en abordant la question ouvrière à la lumière de la foi et de la réalisation du commandement de l'amour divin. L'Église, enseigne Léon XIII dans Rerum Novarum, ambitionne de resserrer l'union des deux classes jusqu'à les unir l'une à l'autre par les liens d'une véritable amitié. Pourquoi l'amitié disparaît-elle de la réflexion politique? Sans doute parce que la philosophie politique moderne ne s'intéresse pas à la vertu des acteurs, mais à la vertu du système constitutionnel, à l'agencement des pouvoirs, à l'équilibre des pouvoirs. Absente de leur réflexion, la vertu des membres de la cité, gouvernants et gouvernés, relève désormais de la vie privée, au même titre que la religion, au grand dommage de l'harmonie sociale. Je vous remercie.